J'appelle Madame Cynthia Fleury-Perkins, qui va nous parler de philosophie et médecine narrative. Et je suis très curieux de savoir quelle relation elle va nous développer sur ces deux concepts. À vous. Merci. Merci. Je vais vous parler effectivement de philosophie et médecine narrative. Bon, on a vu la définition de Rita Cheron, et puis je ne rentrerai pas, parce que je pensais que certains d'entre nous iraient à fond sur la définition de la médecine narrative. Moi, je vais passer par la philosophie pour dire quelque chose de la médecine narrative. Et donc, d'une certaine manière, en deçà de la médecine narrative, me focaliser sur principalement deux auteurs pour qu'on comprenne qu'est-ce qu'on raconte avec cette notion-là, Canguilhem et Ricoeur, et puis vous dire un petit peu ce qu'on fait à la chaire de philosophie du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences. Saluer très très chaleureusement Maxime Sodji, lui dire mon affection et mon admiration. C'est un point parce qu'effectivement c'est important, c'est pas simple de monter ces différents colloques. Saluer très chaleureusement Christian de Lorenzo et Isabelle Galichon, et pourquoi ces deux, et François Goupy, et pourquoi plus précisément cela, parce que nous avons la chance, nous, chaire de philosophie au GHU Paris Psychiatrie des Neurosciences, d'avoir des antennes, et notamment deux antennes, une antenne au CH, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, donc là où est Isabelle Galichon, et puis une autre antenne, là où est Christian de Lorenzo, au CHIC, et nous nous apprêtons à aller avec Pierre-Yves Robert, le doyen de la faculté de Limoges, vers une antenne au CH de Limoges. Donc voilà, c'est aussi un front commun ensemble des humanités cliniques. Je ne lancerai pas le débat sur qu'est-ce que les humanités cliniques, mais je pourrais répondre pour ceux qui sont intéressés. Donc on l'a vu, je rentre, la définition, vous la connaissez bien. La question, c'est comment on va demain, effectivement, emmener les uns et les autres vers cet entraînement narratif intensif, parce qu'il vient tout simplement aider les différentes étapes de l'alliance thérapeutique, du soin, du diagnostic, et on verra dans ce spectre qui n'est pas simplement la focalisation sur l'aigu, mais de la prévention jusqu'à la clinique du rétablissement. Et comme par hasard, c'est une mise en intrigue, tout ce parcours du soin. Donc c'est vrai que c'est un outil particulièrement opérationnel parce qu'il nous aide à mettre le parcours du soin, la biographisation de la maladie, l'épreuve de vie qu'est la maladie, le rapport à soi, tout ça, le récit nous permet de penser cela et donc nécessairement de mieux accompagner nos patients. On l'a vu, le narratif, c'est le premier temps de la médecine. On a eu un grand éloignement avec l'ère positiviste de la médecine. On a eu un éloignement du récit avec essentiellement un rationnel construit sur des données. Et on va encore plus, attention, sur ce rationnel où les données du patient parlent mieux que le patient lui-même. Attention, non, le patient est celui qui parle le mieux de lui-même. Bien sûr avec des données de mesure, mais c'est vrai que cette qualité de la parole vient produire une qualité du diagnostic, surtout dans un monde de la chronicité où la maladie, c'est pas que tel organe, tel aigu, mais c'est toute une norme de vie à réinventer, comme dirait Canguilhem. Et puis, heureusement, après les années 50, dans le sillage des humanités médicales, des humanités en santé, de l'éthique médicale, de la clinique du sida, aussi, parce que la médecine narrative, c'est quand même un enfant de la clinique du sida, on a repris ce vieux chemin du narratif pour penser la maladie et pour dire la maladie. Alors là, je vous ai juste fait, on bascule en deçà de la médecine. J'aurais pu choisir je ne sais combien de textes de Ricoeur. J'ai choisi celui-là pour vous montrer un petit peu comment un philosophe se saisit de ces questions, dans un texte qui est bien connu, paru dans la revue de psychiatrie en 92, La souffrance n'est pas la douleur, et qui donc vient raconter, alors c'est Ricoeur en tant que philosophe. J'en reviendrai tout à l'heure sur un autre texte où Ricoeur parle de l'expérience, c'est-à-dire philosophe et malade, si j'ose dire. Parce qu'on a aussi des textes où les philosophes ne font pas simplement un discours sûr, ils ne pensent pas en surplomb, ils parlent de leur expérience vécue
d'aidants, de malades, et ils vont produire un certain type de texte. Je vous ai mis ça, et c'est très très intéressant, bien sûr aussi. Donc ça, c'est plutôt Ricoeur en surplomb qui va s'interroger sur la phénoménologie qui diffère entre la douleur et la souffrance. Est-ce qu'elle est opérationnelle ou pas? Alors bien sûr, elle n'est pas si opérationnelle que ça. C'est-à-dire qu'elle est à la fois opérationnelle dans le sens où elle nous permet bien sûr de faire la différence entre quelque chose qui va être localisé comme physique, à un endroit circonscrit, avec une certaine grammaire et d'une certaine façon avec une possibilité de mise en retrait du patient, et puis la souffrance qui est quelque chose de beaucoup plus expérientiel, de beaucoup plus existentiel, et il raconte justement comment l'appréhension du souffrir s'ouvre et a besoin d'une certaine manière du langage, de la question de la verbalisation pour se raconter, pour dire ça. Savoir aussi que dire les choses, c'est aussi un acte de guérison, c'est aussi un acte, allez, pas de guérison, mais de soin. On sait à quel point les patients commence le consentement aux soins aussi par la prise de parole, par le fait de raconter ce qu'ils vivent. Et d'ailleurs, plus il y a du trauma, plus il y a du PTSD, plus il y a du mutisme. Donc, alors ça ne veut pas dire qu'il faut que le récit est la seule façon de créer de l'alliance thérapeutique, mais ça reste un des outils assez essentiels. Et donc, vous voyez donc deux axes d'appréhension du souffrir, l'axe soi-autrui, l'axe agir-pâtir. Ricoeur veut aussi aborder dans un troisième temps ce que la souffrance donne à penser, parce que chez Ricoeur, d'une certaine manière, le souffrir expose au caractère infini des expressions de la douleur et de la souffrance. Et donc, dans ces expressions, on l'a dit tout à l'heure, ce polysymptôme, on vient justement attraper la variation du symptôme. Sachant aussi que chez Ricoeur, bien sûr, c'est une définition possible de l'homme, tout simplement. Qu'est-ce qu'un homme? C'est celui qui est capable d'endurer la souffrance. D'abord, c'est celui qui souffre, et ensuite, c'est celui qui est capable de faire quelque chose à partir de la souffrance. Et ça, c'est presque une définition chez Ricoeur universelle de l'humanité. Alors, pourquoi je dis la frontière entre douleur et souffrance est quelque chose de très très poreux? On le voit notamment, moi je le vois tous les jours en clinique avec les patients qui sont atteints d'une douleur chronique terrible et qui à un moment donné, très sincèrement, entre la douleur chronique du dos, du ventre ou des migraines incessantes ou la question de la maladie chronique du diabète mal gérée ou que sais-je, de cette douleur-là, circonstanciée entre guillemets et circonscrite, en fait, ils en arrivent à, c'est ce qu'on a dit, une qualité de vie qui est affaiblie, un sentiment de vivre, c'est le sentiment de vie contrarié, dit Canguilhem, et donc un affaiblissement qui va bien au-delà du physiologique et qui vient atteindre la question de la santé mentale. On sait que le passager clandestin de la maladie chronique, c'est la problématique du trouble psychiatrique, c'est la problématique du trouble mental, c'est la dépression, c'est l'addiction, c'est le trouble alimentaire. Donc voilà, véritablement accolé à la maladie chronique, vous avez une autre physiologie, phénoménologie du souffrir qui se glisse là et qui souvent passe inaperçue. Donc le récit déjà met en visibilité, nous permet d'attraper et justement, comme disait François Dupuis ce matin, de créer la meilleure des compliances possibles, la meilleure observance, le meilleur consentement et efficience du soin, parce que c'est ça qui... voilà. Alors là aussi, la question de... bon, je passe rapidement parce qu'il y a déjà eu 8, mais bon, je voulais vous montrer un petit peu comment... Voilà, autre grand texte dans autonomie et vulnérabilité, dans soi-même comme un autre, enfin, il y en a quantité, où là aussi, on voit comment la fonction narrative, l'identité narrative, la notion d'herméneutique, non seulement permet bien évidemment de traverser les épreuves de la vie, au sens très large du terme, et comme moment idéal typique de qu'est-ce qu'une épreuve, la maladie. Donc c'est comme ça qu'on peut notamment faire lien, et vous voyez Canguilhem, mon médecin c'est d'abord celui que j'accepte comme mon exégète avant de l'accepter comme réparateur, et puis bien sûr tout le texte plus que fameux, et sa thèse est devenue
ensuite ouvrage et compagnie, le normal et le pathologique, et justement de montrer qu'il y a tout un magistère du subjectif, dit Canguilhem, c'est ce qu'on pourrait appeler les promes, c'est ce qu'on pourrait appeler le récit de la maladie, c'est ce qu'on peut appeler la biographisation de la maladie, qui est absolument déterminant pour produire le diagnostic le plus efficient possible. Donc, en somme, à quoi ça nous sert cette médecine narrative qui peut être portée parce que chez Rita Cheron, elle est clairement à l'intention du corps soignant. Médecine narrative, c'est là pour augmenter les compétences des soignants, des infirmiers, des aides-soignants jusqu'aux médecins, et au départ, les médecins d'abord, mais bien sûr avec une possibilité d'ouvrir. Nous, aujourd'hui, la question de la médecine narrative, la question de l'éthique narrative, et donc de la compétence narrative, on l'ouvre en fait à l'ensemble des acteurs du soin. Donc, bien sûr, les patients, mais aussi les directeurs d'hôpitaux. Et peut-être que, justement, sur la question de l'hôpital narratif, la narratologie comme ethos organisationnel, comme clinique institutionnelle et organisationnelle, ça raconte quelque chose. C'est tout simplement le niveau méta de l'institution sur elle-même qui est en possibilité de faire une réflexion sur ses pratiques. Donc on voit bien qu'on ouvre aujourd'hui ces compétences, de narratologie à l'ensemble, encore une fois, du système, à l'intégration des familles, dans la question, bien sûr, on l'a dit, de la pérédance. Donc, on a vu le grand moment de la chronicité, c'est-à-dire comment, si vous voulez, pour bien vivre une maladie chronique, il faut arriver à un moment donné à en faire une norme de vie. Donc, il faut arriver à en faire un récit dont on est le personnage principal, si j'ose dire, et non pas celui qui subit, mais l'acteur, le sujet, comment ça demande une créativité totale, comment il faut activer son imagination et sa capacité propre d'interprétation, parce que vous savez, la maladie vient souvent taper sur notre capacité d'interpréter notre vie de façon créative et positive. Donc, on voit aussi comment la compétence narratologique à activer chez le patient, c'est quelque chose qui va activer l'auto-soin, qui va activer véritablement la prise en compte de dire, c'est mon histoire. Et non pas, parce que moi je rencontre tous les jours des patients qui me disent, cette maladie, je n'en veux pas. Et ce n'est pas mon histoire. Le seul problème, c'est que le réel est plus fort et que, bien sûr, c'est leur histoire. Et que ce n'est pas par des stratégies d'évitement indéfinies que l'on produit du soin. Et donc, on le voit, la question du consentement, la construction du consentement, la construction de l'observance, la consolidation de l'alliance thérapeutique, tout cela, effectivement, la narratologie est au service de ça. Donc, si on veut un petit peu dire herméneutique, fonction narrative, identité narrative, rappeler que le soi n'existe qu'en se racontant, ça c'est véritablement les travaux de Ricoeur, Soi-même comme un autre. Le soi a besoin de se construire dans la mise en intrigue, et bien évidemment la narratologie c'est la possibilité d'une mise en intrigue. Moi, j'avais écrit un texte qui s'appelait Precium Doloris dans les années, début des années 2000 et qui était autour de la notion d'accident et comment l'accident venait fracasser les lignes et les trajectoires de vie et comment un patient, une personne devait traverser en fait 3 grands moments pour se réapproprier la question de l'accident. Premier temps, c'est l'expérience du corps propre dans l'accident. Très souvent, on découvre que l'on a un corps quand on a une maladie ou quand on a un accident. Donc, quand on est touché dans l'intégrité du corps et tout d'un coup, on va prendre en considération le corps. Donc, l'expérience du corps propre, qu'est-ce que mon corps? Ça se passe souvent à ce moment-là. Deuxième temps, mon histoire. L'accident, très souvent, c'est ressenti comme quelque chose qui ne fait pas partie de mon histoire, qui est incompréhensible, qui est la malchance, qui est le sort qui s'acharne. Et bien évidemment, pour bien traverser et se rétablir après un accident de voiture ou autre, etc., il va falloir en faire son histoire propre, un événement de son histoire propre, que l'accident devienne le lieu d'un commencement possible. Ça aussi, le récit nous aide à faire cela. Et dernier temps, le style propre. J'avais dit à l'époque, le style propre, on pourrait traduire ça
inventer notre nouvelle norme de vie, inventer mon style. Voilà. C'est-à-dire, et pourquoi je prenais inventer ma forme de vie, pourquoi je parlais du style, parce que ça me paraissait une notion intéressante à activer chez le patient pour démontrer que, voilà, on n'est pas dans une idée préconçue de la forme. Parce que souvent, il y a du difforme dans la maladie. Et donc, il va falloir inventer un style plutôt dionysiaque, plutôt métamorphique, et pas sur les grands codes classiques apolliniens de la beauté comme elle est connue, de la norme sociale comme elle est acceptée, etc. Et donc, il va falloir avoir du style, d'une certaine façon. Donc, ça, généralement, voilà, ça active, là aussi, leur capacité créative. Ça aussi, hein, vraiment, hein, je tourne la narratologie du côté du patient. Voilà, une forme d'agency, hein, c'est la capacité à dire. Mais c'est aussi, vous voyez, le fait que l'éthique dialogique du soin, hein, encore une fois, hein, dans cette alliance thérapeutique, dans ce transfert, on vient non seulement comprendre une maladie, mettre un juste diagnostic, construire un protocole de soins, mais souvent on vient tout simplement restaurer un individu. Bon, pas d'autonomie solipsiste, hein, ça c'est une idée qui est bien montrée par les philosophes, qu'en fait nous ne sommes pas autonomes, nous sommes interdépendants, nous construisons nos sujets dans cet espace intersubjectif, et donc bien évidemment tout ce qui vient renforcer l'espace intersubjectif, comme les compétences narratives notamment, est absolument déterminant pour mettre en place le sujet. Je vous ai mis juste quelques exemples, alors j'ai pas mis Montaigne, j'ai pas mis Nietzsche, j'ai pas mis Épictète, enfin tous les grands philosophes, j'ai plutôt focalisé là sur les derniers. Bon, j'ai mis Jolien parce que c'était l'handicap, même s'il est suisse, mais vous voyez que ce soit Nancy, l'intrus, sur l'expérience de la transplantation, du cancer, de la greffe, texte absolument essentiel d'un philosophe qui à la fois repense et le corps, et la médecine, et la maladie, et la philosophie. Le tout. Donc, très intéressant, le texte de Ruben Augier, Les Mille et Une Nuits. Pourquoi ? Parce que lui, il va justement utiliser la maladie, le réel de la maladie, comme d'une certaine manière non synthétisable, puisque sa maladie va l'emporter, il va mourir. Hein, donc c'est véritablement, pour le coup, toutes les maladies ne sont pas comme ça. C'est un cancer incurable, donc c'est du réel non synthétisable, et il va l'utiliser pour dire quelle est l'éthique la plus pertinente, en fait, face à ça. Parce que tout s'écroule. Eh ben, c'est l'éthique minimale. Et donc, c'est un très grand défenseur de l'éthique minimale, c'est-à-dire vraiment l'éthique la plus basique, le moins de choses possibles, parce que rien ne résiste à l'absurdité. Et donc, c'est un très grand défenseur, comme le geste transgressif essentiel de l'éthique minimale. Donc, vous voyez, donc non seulement chez les philosophes, ça vient les aider à repenser, comment dire, les définitions du corps, de la maladie, etc., mais de ce qu'ils racontent, je dirais, du test de crédibilité de leur théorie en philosophie de la médecine. Donc voilà quelques-uns sur Alzheimer, Claire Marin qui hors de moi vraiment un texte sur la question de la chronicité, le texte de Ricoeur hein, qui est paru après sa mort, où là on a un philosophe à ce moment-là, vivant jusqu'à la mort, qui vraiment, c'est son dernier écrit quand il est confronté lui-même à ce dernier type de passage. Gaspard Delanoüy sur l'autisme, maladie mentale du frère d'Élisabeth de Fontenay, etc., etc. Voilà, c'est juste pour vous montrer ça. Et puis, là, ici, avant de quitter, un petit récapitulatif de à quoi ça sert le langage, mais ça sert à beaucoup de choses dans la vie. Je l'ai mis là, mais bien évidemment, ça fait de la clinique institutionnelle. Donc, je vous l'ai dit, c'est pas simplement la construction de l'alliance thérapeutique, la validation de telle ou telle chose, c'est soigner l'hôpital. Hein, donc, si vous voulez, c'est de la clinique institutionnelle. Moi, je vais vous donner un exemple derrière sur ce que nous faisons à la chaire de philosophie, qui est véritablement dédiée aux soignants, qui est un atelier de clinique philosophique du burn-out des soignants, et qui utilise l'éthique narrative. Et on voit qu'ils vont, par le récit, faire des ateliers d'écriture, etc., et produire différents types de récits, leur expérience de la maladie, des pratiques, la souffrance éthique, etc., mais aussi qui construisent des praxis de résistance. Très souvent, les collectifs se reconstituent
par cet exercice-là, parce que, voilà. Autre chose, on voit que la narratologie, tout le mouvement des pride, des fiertés, tout ça, ça a créé le publicness, ce qu'on appelle l'advocacy, c'est-à-dire la prise de parole. Ça a créé quoi? Ça a créé la démocratie sanitaire. La démocratie sanitaire, si vous voulez, c'est pas les petits chiffres de mesure ce qui nous était raconté tout à l'heure qui descend dans la rue, c'est les vécus des maladies, le rapport à la vulnérabilité qui est raconté et qui, au final, alors la clinique du sida, c'est un exemple fameux, mais aujourd'hui on le voit. Vous voyez le texte de Nicolas Morand, de Nicolas Demorand sur la bipolarité, qui fait un effet, là en ce moment, un peu cathartique pour beaucoup des patients, des stigmatisations, mais qui va relancer une question sans doute de démocratie sanitaire sur la question du traitement de la bipolarité. Parce que c'est toujours comme ça qu'on fait aussi avancer la question des droits, etc. Et je vous ai juste mis là, ici, parce que c'est assez beau, je trouve, la manière dont Jean-Luc Nancy dit ce qu'il est, quand il a vécu le cancer, la greffe, et il raconte qu'est-ce que c'est que cette expérience de l'étrangeté à l'intérieur de soi. Je suis la maladie et la médecine, je suis les agents immunodépresseurs et leurs palliatifs, je suis les bouts de fil de fer qui tiennent mon sternum, et je suis ce site d'injection cousu en permanence, etc., etc. 21 minutes, je vous montre juste, vous irez voir vous-même, comme ça, souffrance professionnelle et burn-out sur le site de la chaire, vous pouvez lire. Le séminaire qu'on fait d'écriture au GHU, qui est accommodé de dessins, parce qu'on utilise aussi, nous, c'est pas obligatoire, un dessinateur pour faire pilier autour de tout ça, et vous voyez toutes les fonctions narratives qu'on peut activer, fonctions de catharsis, de partage, de liaison, éthique, politique, etc., etc. 1 minute 31 secondes. Je vous remercie, c'était extrêmement intéressant, évidemment. J'ai juste un petit commentaire question. Il est curieux de voir que ce retour du langage survienne à une époque où on communique par SMS, c'est-à-dire comme des singes, à une époque où, malgré notre niveau de vie, on a 20% des patients qui ne sont pas capables de lire un texte qui fait plus de 4 lignes, selon les définitions de l'OCDE. Par exemple, dans les premières années d'université, on est obligé de redonner des cours d'orthographe à des étudiants qui ont déjà le bac. Donc, comment vous voyez les choses? Parce que pour moi, c'est assez confus, je dois dire, en pratique. C'est-à-dire qu'il y a deux réalités qui s'imposent à moi et je ne sais pas ce qu'il faut en faire. Oui, vous savez, c'est Hölderlin. Là où croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent. Donc non, mais en fait, la réalité, c'est que, bien évidemment, nous avons des atteintes portées sur le langage très fortes. Désubstantialisation, novlangue, radicalisation, binarisation, vous parlez des SMS, etc. Donc on massacre de plus en plus le langage. Le seul souci, c'est que massacrer le langage, c'est massacrer, c'est ça que raconte Ricoeur, l'individu qui est derrière, parce que nous sommes homo sapiens, homo loquens, nous sommes des êtres de langage. Et quand nous venons désubstantialiser notre langage, nous venons affaiblir notre puissance de vie, notre puissance de raisonner, notre puissance de dialoguer ensemble, la question de la violence, etc., etc. Donc je pense qu'au contraire, on voit que nous ne pouvons plus continuer comme ça. Au-delà de la question de la médecine narrative, il faut restaurer un lien à la question de la symbolisation et du langage très forte, mais au sens politique du terme. Donc ça passe de l'école jusqu'à, dans tous nos grands corpus de métiers, dire, mon Dieu, le langage est un socle commun, c'est ce qui nous permet de cohabiter, de faire grandir la science, etc. etc. Merci. Une question encore, et ça sera fini. Alors, merci Cynthia. Et évidemment, alors, le doyen nous soutient dans ce projet. Et évidemment, je ne voulais pas que ce congrès paraisse comme un slogan et une imposition de la médecine narrative. J'ai invité Julie, que tu connais bien, Julie Ferry-Danini, qui a fait une thèse contre la médecine narrative, où elle a rappelé que dans l'impossible chaos de la maladie, il est impossible de sortir une histoire singulière, ce que cherche la médecine narrative. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, non, moi je suis pas du tout d'accord dans le sens où,
Alors je comprends tout à fait qu'on puisse, si vous voulez, critiquer les manières insuffisantes et caricaturales, comme toujours, de la médecine narrative qui viendrait se centrer uniquement sur la pathologie, l'individu, etc. Alors qu'on est bien évidemment toujours, au contraire, dans une systémique. Et au contraire, lorsqu'on utilise la narratologie comme instrument institutionnel, on voit tous les univers de psychodynamique et donc on sort de ce côté, mon Dieu, ce n'est qu'une histoire singulière ou que sais-je. On voit tout ce qu'on peut appeler les inégalités sociales de santé, les déterminants sociaux de la santé, etc. Et au contraire, on vient utiliser la narratologie pour réformer l'ensemble d'un système. Merci beaucoup. Merci beaucoup.